désir de goûter au café ou de goûter même à la surface de la main de la femme. On n'a plus ça. De toute façon, la présentation n'est plus intéressante. Tu avais été à Brescia où il y avait une exposition ou un colloque là-dessus. Oui, c'est la nourriture dans l'art. C'était sur... C'est la nourriture dans l'art. Ouais. Et de quoi ont-ils parlé? Du XVIe siècle en Italie jusqu'à Warhol. Jusqu'à l'époque contemporaine. Oui. Ouais, et en quoi ça a consisté? On a présenté des... Il y a eu des thèses fortes alors, tu as vu? Il y avait d'autres images. Des gens qui ont apporté des thèses fortes de lecture. Ah, tu as vu des œuvres que l'on a présentées? Oui, par exemple, là, oui, c'est terminé. Justement, là, par exemple, ce sont des bouquets de fleurs. Oui, mais David Lachapelle, non. Ah non, c'est contemporain là, non. Ouais. C'est contemporain. Ah oui, c'est la parodie classique, typiquement photographie, enfin peinture ou photographie contemporaine, mais en l'occurrence. Oui, là c'est très contemporain au contraire. Mais il fait des tableaux vivants, tu vois, ça me donne raison. Là. Il fait des tableaux vivants, je crois, la Chapelle. C'est fait dans un style classique, ça, tout à fait. Ah bah oui, non, mais de toute façon, tu sais, l'art contemporain est totalement néoclassique dans ça. Il ne peut pas toucher à la forme. Il la reçoit comme la photographie reçoit quelque chose de définitif, malgré tout. On peut toujours retoucher numériquement. Mais... Et il n'y a rien eu de... Il y a un papillon, j'ai l'impression. Il y a de fast-food aussi. C'est un papillon. Il y a des gobelets, de paquets, de canettes de bière. Dans le coin gauche, c'est un papillon jaune. Il y a un masque en bas, hein, ouais, il y a un masque de femme en bas. Les fleurs sont un peu fanées. Tu vois. C'est un sorte de femme de fête, un peu... C'est ça. C'est le même enjeu qu'avec le pop art, parce que c'est une critique de la société. Et de la rien eu sur la peinture. Pour Jameson, il n'y a pas d'ambiguïté. Gustative, non, ils n'ont pas parlé du goût. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des choses qui représentaient des natures mortes d'objets à manger? Ah oui, plein. Il y avait justement, c'était ça l'image de l'expo. C'est ça, de manger de ricotta. La ricotta. Mais oui, mais là on ne voit pas très bien ça. Mais c'est de quelle époque ça? C'est du 16e siècle, ça. Là, on voit qu'ils sont en train de manger de ricotta. On ne verra pas ce que ça. Ah, dans la bouche, d'accord. Les touches blanches, c'est ça. Il faudrait obscurcir un peu. Là, il faudrait obscurcir. Oui, on ne voit pas très bien. Oui, en fait, c'est pas les dents, c'est la ricotta. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière juste pour voir le ricotta? Oui, parce que c'est plus obscurci, on voit mieux. On voit mieux quand même, oui. C'est de l'époque que l'on appelle baroque, c'est pas caravagien. Pas vraiment, on est au XVIe siècle. De cette époque. Ouais. C'est surprenant, hein, oui, ça annonce pourtant. Ah, ben c'est là où il y a la ricotta. Ah. Ça annonce Rubens, c'est très étrange. C'est ça. 16e siècle. C'est là où c'était Pasolini qui a fait un film sur la ricotta. Ah oui? Oui, un petit film terrible. La modèle. Mais il l'a pas fait du point de vue, mais il l'a fait du point de vue pictural aussi. Un figurant. Il a reproduit, il a remis en scène un tableau, l'objet, l'objet du film est celui d'une recomposition de la passion du Christ et de la crucifixion. Et il a remis en scène un tableau, je ne sais pas de qui, il l'a pris, il avait de Pontecorvo, je crois qu'il voulait faire, mais il n'a pas pu utiliser celui-là, il en a utilisé un autre, mais il a reproduit un tableau dans cette crucifixion. On ne peut pas dire que la crucifixion soit une nature morte, mais comme ça représente, et oui, mais comme ça représente quand même la mort, et que là, dans la ricotta, c'est lié à la mort de ce pauvre malheureux qui a trop pris de ricotta. C'est un figurant au cinéma, je crois. Et on pourrait dire qu'il y a une relation entre les crucifixions et les natures mortes. La peinture
la peinture a bien parfois comme élément de choix des scènes de mort, et au sens propre, et justement de mort sacrée dans ce cas-là. Donc il n'y a pas une séparation totale entre, il y a un passage très certainement continu entre la nature morte et la nature vivante. Donc ça c'est lié. Maintenant peut-être que la nature morte est un genre jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe d'ailleurs, secondaire, précisément parce qu'il n'utilise qu'une partie dans un tableau qui appartiendrait à une plus grande composition, comme ici la ricotta appartient, c'est un élément qui appartiendrait à une composition. Dans le Jordaens, la nature, il n'y a pas de nature morte, mais la nature morte fait partie avec la table de l'ensemble du tableau. Donc c'est tout à coup, la nature morte, c'est bien un élément qui prend tout à coup une place primordiale et va devenir, à certains moments, l'élément essentiel d'une œuvre picturale. Ça ne remplace pas totalement, mais ça devient quand même un élément important. C'est le motif. Avec l'idée du motif, on se retrouve avec une nature morte comme unique motif à un moment donné, ou un paysage plutôt qu'une figure. L'impressionniste n'a pas tellement travaillé la forme humaine, a surtout travaillé le paysage, donc l'espace. C'est devenu un motif, en fin de compte, par excellence de la peinture. La nature morte est devenue l'équivalent du motif, de l'objet qu'on a sous les yeux. C'est devenu ça. Mais dans son objet, la grande peinture, puisque c'était la peinture historique. C'est-à-dire assez longtemps, d'ailleurs, je crois que je ne sais pas jusqu'à quand c'est resté ainsi, puisque même Manet, je crois, à l'époque de Manet, c'était encore la grande peinture. Il y avait encore la distinction entre la grande peinture et la peinture de second plan. T'as le genre premier, une scène avec plusieurs personnages, t'as toujours une nature morte, de toute façon. Cézanne, on a même... Donc les yeux sur l'air, t'as une belle nature morte au premier plan. On a reproché de faire des pommes, et exclusivement des pommes, ce qui n'est pas vrai d'autre part, mais de traiter tout, il a tout traité en nature morte. La nature morte, si tu veux, dans l'histoire de la peinture, ce n'est qu'une partie. Elle s'englobe, il y a la composition à plusieurs personnages qu'on appelait, pour des raisons sociales évidemment, peinture d'histoire, donc le grand genre supérieur, mais t'avais tout ce qu'on pouvait donner à voir, comme disait Poussin. Il y avait tout, donc la nature morte en faisait partie. Il y avait toujours des morceaux d'objets, de fruits, etc. Puis petit à petit, donc on a le portrait, mais le portrait lui-même a une nature morte souvent devant lui. Il y a toujours des accessoires, des objets. Il n'y a aucun portrait où il n'y a pas un objet, accessoire. Quand c'est pas un petit pichet, une petite, un bouquet de fleurs avec Cézanne, puis avec Velázquez, et puis progressivement, on a une sorte de centrage, de cadrage sur le motif que serait une nature morte purement et simplement, sans rien d'autre. Mais on sait aussi que le modèle vivant devenait rien d'autre qu'un objet à peindre. Donc tout devenant prétexte à peindre officiellement, pour moi ça l'a toujours été. Mais là ça se voit. C'est-à-dire on a élevé au concept la peinture pure qui pour moi a toujours existé. Donc elle a franchi une étape que les littéraires ont pu remarquer, que les peintres ont imposé, le sujet devenant très secondaire tout en révolutionnant quand même la représentation. Ça a été très fort au niveau de l'image. Mais d'un seul coup ça a été très fort au niveau de l'image parce que la naturalisation a suivi un grossissement de la peinture, donc un grossissement de l'objet, donc un grossissement de tout ce qui faisait l'objectivité visuelle. Mais je voulais revenir au dégoût et au cycle scatologique, parce que la scatologie, c'est aussi un genre à part entière dans l'histoire de l'art, et dans les arts plastiques contemporains, dans un certain dadaïsme ou dans un certain surréalisme, puisque Brassailles disait dans ses conversations avec Picasso disait que l'objet surréaliste par excellence est un étron, pour Breton. Donc on a déjà cette dimension poétique à partir du déchet maximal, à partir du repoussant. Et puis, donc on a le vomi, là, on a vu le vomi, donc il y a un cycle. Mais moi j'ai pensé à Derrida qui t'agace souvent, mais qui moi me plaît. Si on doit surenchérir dans l'interprétation, je préfère pas penser comme Derrida. Et pour lui, le dégoût est à l'origine du goût pur. Il y a un dégoût kantien, je crois que c'est dans le texte Économie Mésis. Le dégoût
est la condition de possibilité du goût pur. Alors, je ne peux pas développer ici, etc., mais je vous renvoie à ce texte-là, l'économie Mésis, donc une lecture derridienne de Kant, très très précise, où le dégoût est une condition de possibilité. Bon, voilà, c'est intéressant. ça peut être utile à nos débats aussi. C'est un texte séparé ou ça inclut dans... C'est un texte séparé, économie Mésis. Ça faisait partie d'un ensemble sur le mimésis articulation. Mimésis articulation, c'est quasiment un manifeste du premier cercle de Derridien au début des années 70. Où on a Sarah Kaufmann, la Coulaba, c'est le premier cercle. Hein. Nancy, comment s'appelle, la 4-5, il y avait déjà, comment s'appelle-t-elle, Gazelski aussi, il y a 6 ou 7. Et il y a ce texte-là, économie Mésis, et ça répond sur la question de la mimésis. Oui. Économie Mésis, mot valise, mais le dégoût est au centre. Une analyse de dégoût, chez Kant. C'est pour toi aussi, ça, si tu ne connais pas plus que ça. Attends, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu voulais dire Le texte de Derrida, qui s'appelle Économie Mésis, porte sur le dégoût chez Kant. Le dégoût, le vomi. Ah, je ne l'ai pas lu. Je m'en doute. Mais qu'est-ce qu'il dit sur le dégoût? Je ne vais pas développer, mais c'est compliqué. J'ai écrit des choses que j'ai mis en ligne là-dessus, parce que je me servais... Non, mais c'est le dégoût. C'est à propos de la peinture. Toujours en train de définir le goût à travers, ou plutôt à l'encontre de ce qui est éclé, ce qui est dégoûtant. Ah ben voilà. C'est ça. Non, Fourier, lui, parlait du mauvais goût, des mauvais goûts. Mais en fait, il ne s'attarde pas dessus. Il parle des mauvais goûts en cuisine, du mauvais goût culinaire. C'est-à-dire, je l'avais dit la dernière fois, justement, des gens qui aiment le beurre rance ou les poules coriaces. Mais donc, il y a tous les goûts qui doivent être satisfaits, mais il ne parle pas spécifiquement des goûts en peinture. On ne sait pas, mais ça dépend. Est-ce que Derrida parle des goûts en peinture ou des goûts en général? Dans le kantisme, le goût, le dégoût, comme condition de possibilité, c'est la thèse, comme condition de possibilité du jugement de goût pur. Le jugement de goût suppose quelque chose qui est au bord du vomi, au bord du rendu. Le dégoût intervient en art. L'exemple choisi en général est constamment, à juste titre d'ailleurs, c'est la charogne de Baudelaire, puisque c'est l'apologie du dégoût, c'est-à-dire c'est tout ce qui est rejeté devient l'objet d'un poème là, c'est la nausée, c'est l'envie de vomir. C'est pas seulement la charogne, mais il y en a d'autres également. C'est l'affect du vomi, c'est l'envie de vomir qui est en jeu. C'est l'envie de vomir même qui est en jeu là pour Derrida, chez Kant. L'envie de vomir, ça c'est premier. Tu vois? Bon, s'il n'y a pas de peinture pure, moi je suis d'accord pour ce genre d'interprétation, a priori. Comme la mort, comme tout le reste. Si j'avais pas ma lubie, pourquoi? À mon avis, c'est juste aussi. C'est vrai. Bien sûr, ça ne résout pas les problèmes du genre pictural à l'intérieur de la représentation, à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur du prétexte, à l'intérieur du rudimède. Mais peindre le rudimède est considéré comme une nature morte, néanmoins. Léonard de Vinci lui-même, d'ailleurs, c'est cette idée de transformer l'objet du dégoût en objet d'art, est ancienne, puisque on la trouve chez Léonard de Vinci, qui montre comment peindre des vieillards, des rides, tout un tas de choses. Tu parles de la représentation, tu parles pas de l'affect. Ou Pascal, la célèbre phrase de Pascal, sur la peinture, justement, où il introduit cette idée de vanité, qui fait peut-être d'ailleurs la liaison entre ces idées, vanité que la peinture, qui a l'admiration, par la ressemblance, c'est ça, d'objets de choses dont nous n'admirerions pas les originaux. Donc il ne parle pas de dégoût au sens propre du terme, il ne met pas le mot, et on peut bien comprendre que des choses, ou même chez Boileau, le classique a bien admis le dégoût. Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux
qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux, c'est Boileau dans l'art poétique. Donc, il fait... C'est-à-dire que les choses laides, horribles, font partie de l'art du goût. Mais ce n'est pas exactement dans ce sens-là que le dégoût intervient dans l'art moderne, ou dans la conception nouvelle qui est celle de Baudelaire, par exemple, ou celle qui va être le dégoût dans l'utilisation, alors là, dans un art qui est à la limite de l'art, dans les différents arts d'installation qui utilisent des éléments comme le sang, la merde, tout un tas de choses qui ont été utilisées et qui sont des happenings, des choses de Journiac également, qui fait des applications avec son propre sang, tout ça, effectivement, joue d'une façon constante, ou Hermann Nietzsche, qui joue d'une façon constante avec le dégoût, ou Guyotat également, dans une pièce qui n'a été donnée que peu de fois, puisqu'elle était jouée à l'intérieur de carcasses par des hommes nus, à l'intérieur de carcasses pourrissantes d'animaux. Donc c'était bien joué sur le dégoût. Mais c'était supportable. Absolu. René, tout ça c'est supportable, puisque c'est devenu des formes d'implantation. Ce que dit Derrida, c'est pas ça, c'est la fête du dégoût. C'est-à-dire le moment où on va vomir, juste avant de vomir. Parce que si on vomit, c'est terminé. On a une œuvre, on a quelque chose qui est rendu. Parce que c'est la question du rendu, de la restitution. Je voulais dire, tu vois ce que je veux dire, quand ça sort. Que ce n'est pas exactement. C'est juste avant. C'est la fête. Hein. Oui. Ce n'est pas exactement ce que le même dégoût dont parlait Boileau lorsqu'il dit « Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux... » C'est-à-dire que l'art, si l'art les imite, il les embellit, ou tout au moins le fait même de l'imiter donne quelque chose de beau. Tandis que dans les exemples que je cite, c'est le dégoût, on pourrait dire, en lui-même qui entre en scène, comme étant objet, comme étant élément de la production d'une émotion esthétique. Parce que, mais non, c'est Aristote qui disait... Devant solliciter. Aristote qui disait ça. Il y a quand même une différence. Il sollicite l'adhésion esthétique par le dégoût même. Baudelaire. Je dois dire que là, il y avait Lionel Choucas qui les avait photographiés, qui les avait mis en vidéo. Je n'ai pas vu les prestations, les happenings de Journiac, mais je dois dire que ce n'était pas particulièrement... c'était assez répugnant de le voir prendre son sang et mettre sous des plaques de verre. À moi, tout au moins, ne créait pas d'émotion esthétique particulière, mais justement, parce qu'il jouait sur ce dégoût, où Guyotat en train d'entrer dans une carcasse pourrissante de bœuf. Parce qu'il y a un cadre, de toute façon, on l'appelle particulièrement attirant. Je ne pense pas à voir ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'entre pas dans les attractions de Fourier. Il n'en a pas traité explicitement, mais tout au moins implicitement, en disant que ce qui est répulsion, puisque les attractions, c'est le titre également d'un texte connu de Bataille qui s'appelle Attraction-répulsion, des éléments de répulsion peuvent devenir, se retournent en éléments attractifs. Donc si on joue justement sur ces effets attraction-répulsion, on peut dire que le dégoût peut devenir objet attractif, bien que dans son préfixe il soit négatif.
dégoût, c'est le rejet du goût. Donc, on peut dire c'est également, c'est pas exactement le mauvais goût, c'est plus que le mauvais goût, parce que dans le mauvais goût, il n'y a pas de dégoût. Tandis que dans le dégoût, il y a le rejet du goût, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, l'aspect mou et gras du hareng peut être un peu dégoûtant. Ah oui, mais il est présenté sous une forme qui n'est pas agressive, justement. Là, il est traité, on pourrait dire que le hareng que tu présentes est traité en peinture. Donc la peinture l'utilise de façon à ne plus le rendre nature fraîche. Répulsif, non pas répugnant au sens propre, mais enfin il pourrait être répulsif, tandis que le hareng, des squelettes que se disputent, des têtes de mort que se disputent les personnages de James Ensor, suscite une sorte de répulsion. C'est pas un dégoût à proprement parler. Sa peinture n'est pas dégoûtante, mais elle est. Je ne l'ai pas portée, mais tu vois ce que c'est. Il y a les deux têtes de mort qui c'est assez répulsif quand même. C'est carnavalesque de toute façon, il y a une dimension. Oui, c'est ça, ça serait carnavalesque. Le comique enveloppe tout ça. Qui joue également sur la même chose. Ah, il y a bien c'est pas horrifiant, c'est pas horrifiant du tout. Mais ça peut ne pas être répulsif, ça c'est être amusant. Je pense pas. Le Jordaens est à la limite du répulsif, lorsque l'on voit torcher le cul, ou lorsque l'on voit quelqu'un qui se penche pour vomir. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a un élément qui peut-être, si on se fixe dessus, pas un gros plan, il y a un jet parmi d'autres. Du point de vue des goûts, on peut bien dire qu'il tranche sur la réjouissance carnavalesque du. C'est quand même convenu, hein. C'est quand même convenu comme des goûts là, parce que c'est le carnaval, c'est l'orgie aussi, l'orgie convenue des Romains, donc on vomit. On peut toujours vomir quand on a bien bu, c'est pas. Mais bon. Seulement, on ne peut pas. J'ajoute une remarque qui est dans un autre domaine, mais qui s'impose quand même. Ici, on ne peut pas, dans des tableaux comme celui-ci, par exemple, je m'adresse à Thierry, tu veux que le tableau soit complètement distinct de son sens ou de son... et même de la vie. C'est ça, des émotions qui l'animent. Là-dedans, on ne peut pas faire que ce carnaval de Jordaens ne soit... que la valeur plastique colorée, rutilante de tout ce que l'on veut de ce carnaval de Jordaens ne soit liée aussi à ce mélange entre un torchage de cul, un lieu qui boit du champagne quand l'hiver ça mange pas de pain, c'est pas un homme qu'on voit, c'est un petit enfant. Tous ces éléments sont pris dans cet ensemble. Personne n'est dégoûté par ça. Qui est dégoûté par ça? Dans cet ensemble plastique. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer la signification du tableau de sa valeur plastique. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. On peut dire, ce n'est pas le tableau, ce n'est pas la signification qui a une valeur, mais c'est la valeur plastique, oui. Chez Rubens, il faut définir les choses. Qu'est-ce que c'est la plastique de Jordaens et de Rubens, que l'on dit baroque, qui est un attrape-tout, comme tu sais, on en a discuté, concept de baroque, qui ne dit rien du tout. Surtout quand c'est Eugène Ador, c'est vraiment un fourre-tout épouvantable. Mais si on cerne les choses dans l'histoire de l'art, où on a une peinture baroque par excellence, qui est Rubens, en quoi elle est baroque? Si le baroque, c'est un surplus, comment dirais-je, dans l'accumulation de formes, dans le gras justement de la forme, dans l'obésité, avec une plastique privilégiée, qui est effectivement la graisse des femmes. Hein, mais tout est gras chez lui, tout est obèse. Mais ça veut dire quoi? C'est des rapports plastiques obèses. C'est des mouvements, les mouvements sont déportés tellement ils sont gras. Hein, donc tous les personnages sont en mouvement, parce que tu sais qu'ils font un geste, c'est comme des gens un peu gros, et du coup ils sont plus en mouvement que quelqu'un de mince, parce qu'il y a le poids qui déporte. C'est des masses. Ils massifient, non pas avec des muscles comme Michel-Ange, ça c'est le maniérisme, mais avec des masses de graisse rondes et des courbes.
et des blancs, des teintes effectivement de chair, bleu, vert, qui ont passionné une génération de peintres. Et Rubens donc a développé en plus une plastique, il faut définir, parce que c'est quand même la peinture gestuelle sur bois, techniquement, on ne le définit même pas comme ça. Gestuelle sur bois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le coup de pinceau apparaît, mais à la différence des Italiens, ils n'utilisent que le bois la plupart du temps. Donc du coup, on a une surface lisse et grasse. Si un type qui peint gras, c'est bien lui, comme les Flamands avant lui, mais là, ça se voit vraiment. Et ce n'est pas des matières épaisses, comme chez les Vénitiens, ou comme chez Rembrandt par la suite. C'est donc une épaisseur lisse, mais grasse dans les rapports plastiques. Donc c'est le rapport plastique du gras. Alors que ce soit une paire de fesses, que ce soit un petit enfant torché, que ce soit une beuverie, tout ça, quand on voit plusieurs, tu vas au musée d'Anvers où tu as une collection de Rubens superbe, où tu as la Vénus frigide, par exemple. Mais comme Vénus frigide, ça se pose là, tu peux aller voir. Bon, tu as une femme nue qui est extraordinaire, donc là, il y a exaltation des chairs qui est au premier, mais c'est l'exaltation d'une forme plastique précise, qui emporte tout à la fin. Les tissus et tout le reste, ça emporte tout. Mais tout dépend de la priorité du regard qui se pose dessus. Mais quand même, si on voit les Rubens côte à côte, sans avoir un regard très moderne, même l'allégorie est emportée. Et surtout quand il peint pour lui-même. Là, il n'y a pas de commande, donc par exemple, il reproduit ce chef-d'œuvre qui est Hélène Fourment et ses enfants conservés au Louvre. Il y a encore un gras et une prolixité des formes, un foisonnement. C'est ça pour moi le baroque. Si on veut garder la catégorie baroque, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une peinture baroque, mais bon, si on veut garder, lui, il est vraiment baroque par excellence, tout le monde le reconnaît. Sans contraste de clair-obscur d'ailleurs, parce qu'on en reparlera pour le baroque du clair-obscur. Là, on a une dimension plastique qui, au fond, avale tout. C'est le sujet plastique qui avale tout, la présentation. Parce qu'une fois qu'on a vu ce que c'était, bon, une femme nue, une fois qu'on a vu pour un pain, une fois qu'on a vu qu'il y a une petite paire de fesses dans un coin, une fois qu'on a vu qu'il y a une petite peinture morte là, une fois qu'on a vu qu'il y a un grand symbole allégorique sur lequel on peut s'intéresser, bon, on n'a rien vu. Parce que littérairement, ça mène pas loin, ça vaut pas un texte littéraire. Je crois que la littérature baroque va beaucoup plus loin que la présentation picturale baroque. Si on veut du sens, bon, il suffit de lire Lope de Vega, enfin le Théâtre du Monde et tout le reste à côté. Si on en veut, moi je préfère lire. Hein. Mais si on voit une peinture, ces peintres-là, ils ont passé plus de temps à mettre en place leur plastique et la donner à voir qu'à vouloir signifier quelque chose. En tous les cas, par la suite, on a bien vu que tout le sens disparaissait, on ne connaissait pas le code allégorique, et du coup, bah, c'est évident qu'il n'a pas voulu choquer là, Jordan Rubens non plus. Et il participe quand même, effectivement, d'une logique proprement picturale peut-être, où au fond, il n'y a rien. Pour revenir à la question du bonheur, le bonheur de la peinture est effectivement quelque chose qui ne participe pas de la peinture du bonheur, parce qu'il n'y a pas de sujet tragique en peinture. Il n'y a pas de grand guignol en réalité en peinture. Il n'y a pas de grand guignol, même un cadavre. Et ça, c'est ce que dit Aristote. Bossuet ne fait que citer Aristote. Aristote dit qu'on apprécie quelque chose en peinture qu'on n'apprécierait pas dans la réalité. On nous met un cadavre sous le nez, bon, faut être quand même assez... on peut bien intégrer assez rodé pour supporter le cadavre. Par contre, un cadavre peint, bah, c'est le Christ, on en voit partout. Est-ce qu'il dégoûte beaucoup? Dostoïevski, il a pris au premier degré. Hein. Dostoïevski, le cadavre, je crois que c'est le cadavre du fameux peintre allemand, là, comment s'appelle-t-il, Holbein, voilà. Hein, donc il faut, voilà, on perdrait la foi. Un chrétien perdrait la foi en voyant ce cadavre du Christ. Il faut vraiment être dans la représentation, au premier degré, pour voir ce cadavre comme cadavre. En réalité, on ne le voit pas vraiment comme ça. Il y a une mise à distance. Que la peinture, un petit peu comme chez Bonnard, dont on met l'exposition sous le titre, qui correspond d'ailleurs aux intentions de Bonnard aussi, et qui n'a pas été simplement dit pour cette exposition. Quand on dit Bonnard, peintre du bonheur, peintre d'Arcadie, de l'Arcadie, Baudelaire écrit de Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, olivier de chair fraîche. Oreiller de chair fraîche, où l'on se plaît d'aimer. Là, on pourrait dire également que Jordaens, avec ses bacchanales, il y en a d'autres, dans Jordaens, il y en a une quantité également, on pourrait dire que ce qu'ils traduisent dans ces œuvres, c'est intentionnellement des thèmes qui sont ceux du bonheur de la vie. Quels sont les éléments picturaux qui sont mis en œuvre pour le faire? On peut le faire de différentes manières. Là, il y a une alliance, justement, peut-être
par le traitement de la matière, les couleurs, la richesse des tons, des oppositions, de la matérialité même de la pâte picturale, il y a quelque chose qui est, comme chez Van Gogh d'ailleurs aussi, il y a une sorte de bonheur, et chez Bonnard aussi, dans la manière de passer la peinture, il y a une alliance, on ne peut pas séparer, on ne peut pas dire, il y a cet indifférent qu'il ait voulu être peintre du bonheur, ou expliquer une Arcadie ou quelque chose, non, là je ne peux pas opérer cette distinction totale. Mais bien que disons... Voilà. Cite Bonnard. Oui. Hein, le mot de Bonnard dit tout pour notre séminaire, pour ton séminaire. Chez Bonnard, il ne s'agit pas de peindre la vie, dit Bonnard. Oui. Ça c'est capital. Pour moi, j'ai découvert ces écrits récents là, d'un formalisme à l'heure absolue. Le jardin, c'est ça quand il met... les jardins, il ne s'agit pas des... On en a parlé. Les peintures des nageurs, tout ça. Il est intentionnellement... T'as vu ce qu'il a dit? Comme Signac également, qui fait une peinture aussi qui s'appelle, je sais pas, le rêve de bonheur, ou Matisse à la même époque qui fait la danse, qui peint je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas Hugo, enfin c'est quelque chose comme ça, pays de bonheur ou de rêve. Donc tout cela n'est pas indifférent. Picasso aussi d'ailleurs l'a fait également dans plusieurs peintures qui sont consacrées à la paix, à la joie, qui utilisent des éléments qui sont à la fois graphiques et antiques, comme sa représentation du faune, par exemple, de la nymphe, tout ça, ce sont quand même des éléments où l'intention figurative ne peut pas être séparée des éléments formels. Je suis le premier à dire que c'est par l'intermédiaire des éléments formels que le peintre arrive à toucher, à éveiller, à remplir justement sa tâche, qui est, par exemple ici, de manifester l'orgie, de manifester l'exubérance du carnavalesque. Il l'aurait fait d'une manière sèche, d'une manière maladroite, d'une manière décolorée. Bon, l'effet n'y serait pas. Là, il obtient par son effet pictural formel l'effet recherché. Mais on ne peut pas éliminer, malgré tout, l'intention. René, on en a débattu déjà, René. Donc on a débattu à partir d'un énoncé que tu n'as pas cité, là, qui est fondamental, qui est effectivement une pierre dans ton jardin. À savoir, en peinture, il ne s'agit pas de peindre le bonheur, mais de rendre... non, il ne s'agit pas de peindre la vie, attendez, ça vaut pour le bonheur, il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre la peinture vivante. Donc le débat est là, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire de la vie, strictement rien. Oui, mais c'est d'autre part... Mais en même temps, il est dans la vie comme tout le monde. Hein, il ne peint pas, ça ne veut rien dire de peindre le bonheur, mais de faire quelque chose qui soit... qui en même temps... C'est un grand sujet académique, soit dans la... Arcadie. Dans la vie, dans la peinture qu'il fait, orienté vers cette peinture... C'est Renoir qui a parlé de bonheur, justement. Les titres le disent bien, justement. René, c'est Renoir qui a parlé de bonheur. Jardin, peinture du bonheur. C'est Renoir qui parle de la peinture du bonheur. C'est Renoir qui parle de peinture du bonheur. Et du coup, il y a un historien, écrivain, je ne sais pas très bien, qu'on a fait une thèse. Il a d'abord écrit sur la peinture du bonheur, chez Renoir, puis après il a parlé de la peinture française du bonheur, voilà, des impressionnistes jusqu'aux cubistes à peu près. Voilà, donc on fait encore un exposé thématique, là, très, très érudit, mais
encore une fois, est-ce qu'il s'agit bien de ça dans cette histoire, dans cette séquence picturale, étant entendu que c'était pour ces gens-là qui pouvaient souffrir de la censure académique, la possibilité du grand prétexte de l'âge d'or, c'est ça, ou bien l'âge d'or, l'Arcadie, pour faire des nus. Il y a pas, comment on fait des nus? Étant donné que c'est le sujet pictural, sculptural, c'est pas de l'Académie, c'est la grande plastique des nus. Que ce soit nu africain, donc c'est des formes riches. Comment on en fait? Quand on ne pouvait pas peindre librement. Il y a l'âge d'or qui est quelque chose qui reste à la fois à l'origine ou à la fin de la peinture, restituer quelque chose. Sauf peut-être certains peintres qui n'ont pas cherché à peindre le bonheur. Il y a mettons, qui sont de très grands peintres et qui ont fait de très belles choses, comme Caspar Friedrich, par exemple, le peintre allemand qui cherchait au contraire à peindre sinon le malheur, du moins des troubles, des rêveries métaphysiques sur l'infini, qui sont un bonheur, mais d'un bonheur vu dans un sens tout à fait différent. Le radeau de la Méduse. Si l'on veut. Mais qui sont de très belles peintures, mais qui n'a pas voulu. Lui, on pourrait pas dire qu'il est peintre du bonheur, même si l'on dit qu'il a beaucoup de bonheur, là c'est dans sa peinture, il y a de l'utilisation. Tandis que Bonnard, Matisse, Signac ont voulu explicitement, ou Renoir, être peintre du bonheur. On pensait que le but de la peinture était de rendre ce bonheur, de créer quelque chose qui soit un bonheur. Mais c'est ce que je veux dire. Il y a on ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas dire dans ces peintres, ils auraient pu faire n'importe quoi d'autre. Oui et non, puisqu'ils avaient l'intention justement de peindre le bonheur, de donner un bonheur par leur peinture. Oui, mais attention, tu pars alors que tu l'amènes. Je n'ai même pas eu le temps de dire qu'il y avait un programme, qu'il y avait d'autres choses. Là, c'est ça, oui. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit travailler. Il y a du travail, je peux travailler. Oui, mais il ne sait pas ce qu'il y a. Ce que l'on fait comme programme ensuite. On n'a pas parlé de la fumée. C'est ça. On n'a pas parlé de la fumée du Rho. Oui. Rabelais, Pantagruel. Oui. On n'a pas parlé de la fumée du Rho, ni du son de la. Donner le change avec une ironie extraordinaire. Oui. Donner le change par le son. Vicariance d'essence. Oui. Vicariance d'essence. Je n'ai pas du tout compris ce que tu voulais dire. On n'a pas encore parlé de la vicariance d'essence. Dans la scène de Rabelais, là, qui est assez extraordinaire. Oui. La fumée du Rho. Payé avec le son de l'argent. Avec le son de l'argent. Qui est une promesse quand même réelle. Le son de l'argent, on le voit tous les jours. C'est quand même une promesse réelle, le son de l'argent. De qui? Il n'a peut-être pas entendu l'anecdote, mais il l'a lu. Ah bon? Le Rabelais. Oui. C'est où ça? La vicariance d'essence. Ça, c'est le malheur de la perte. Attends, je regarde l'heure, mais on répond à ces questions. Alors, aux dernières questions, attends. Oui, j'ai vu, parce que là, on arrivera à la fin. Vicariance d'essence. Ah, c'est ça. Cependant, c'est ça, l'odorat et le goût. Oui, et c'est ça. Il y a des sens. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne donnent pas lieu à des, sauf ensuite à des activités artistiques, sauf si l'on veut par une décision comme il a été fait dans les décennies. Dans les dernières décennies, au nom de la culture, on a donné statut d'art à la mode,
à la couture, non pas à la mode comme l'avait fait Baudelaire à travers Constantin Higuier ou la mode de dessiner, mais à l'art de la couture lui-même, à l'art culinaire, qui était nommé ainsi art, mais qui n'entrait pas dans le domaine de l'art. C'est pourquoi on avait trouvé nécessaire de distinguer les beaux-arts. Le contemporain a séparé, a fait disparaître, on pourrait dire, dans une certaine mesure, les beaux-arts, les a fondus dans une notion très générale de l'art, où les beaux-arts en arrivent à disparaître, mais se maintiennent en tant que tels, qui, en restant associés à l'ouïe, par la musique, et par la danse. La gestualité, la danse a toujours été associée à un art, au sens propre du terme, donnant lieu à un art terpsichore, puisqu'il fait partie des musées. Les beaux-arts ont été associés aux différentes muses. Parce qu'il n'y a pas de muse des beaux-arts. Donc, il n'y a pas une muse de la cuisine. La cuisine mais pas des beaux-arts non plus, hein. Une muse. Donc, si l'on veut utiliser ce sens du goût au sens culinaire, il faut effectivement qu'il y ait ce que tu appelles une vicariance, c'est-à-dire un transport d'une sensibilité sur une autre. Mais quand poser la question, y a-t-il un sens commun? Mais cette notion de sens commun est très équivoque, parce qu'une sensibilité qui puisse permettre de faire une unification des différents arts, ce n'est pas certain. Ce qu'il y a, ce sont ce que déjà le romantisme appelait des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a pas des passages exacts, mais il y a des correspondances, il y a qui a été repris d'ailleurs par les théories de l'abstraction, en particulier par Kandinsky dans le spirituel dans l'art, en faisant des correspondances entre le musical, le pictural, etc. Donc il n'y a pas possibilité je pense pas, c'est un problème qui a été souvent repris, discuté. Est-ce qu'il y a une possibilité d'unification? Il y a quelque chose qui est en résonance, qui est en correspondance, mais je ne pense pas qu'il y ait une traduction possible, exacte. Le plaisir dans la peinture, dans la musique, reste à l'intérieur de l'art lui-même. Il n'y a pas... on ne peut parler de la tonalité au sens musical, par exemple, d'une couleur, à mon sens, d'un rouge, d'un jaune, d'un bleu, que par analogie. Il y a une intensité. Il y a tout un tas de recherches psychologiques qui ont été faites dessus. Il y a, je crois, certaines relations qui peuvent être prouvées dans certaines couleurs et certains sons, mais ce n'est pas absolument certain. Donc, on peut dire que cette vicariance tient plutôt, à mon sens, du domaine de la correspondance, de l'analogie, mais non pas de quelque chose qui soit à proprement parler démontrable, bien qu'on ne puisse pas éviter, de parler, le mot de tonalité d'ailleurs qui a été employé, qui a été partagé entre le musical et le pictural est bien significatif, parce qu'il exprime également une valeur dans la gamme des sons et une valeur dans l'échelle des couleurs. Mais je ne pense pas que l'on... Mais il y a effectivement quelque chose qui fait partie de cette, je ne sais pas comment on appelle, c'est la synesthésie,
c'est-à-dire de mobilisation de l'ensemble des impressions ou des affections corporelles simples qui sont dépassées justement dans l'affect artistique. Si l'affect artistique, si on adopte cette différence qui est intéressante entre ce qu'est l'affection au sens propre du terme, en tant qu'elle concerne un sens et une émotion particulière, passagère, fut-il, par exemple, on est affecté par un son, affecté par une couleur, affecté par un goût, et d'autre part l'affect, au sens où cet affect devient quelque chose qui est esthétique et qui correspond à ce qui chez Kant s'appelle le désintérêt de la sensation ou de l'émotion artistique, esthétique, puisqu'il ne parle pas tellement de l'art, il parle de l'esthétique en général. On peut considérer qu'à ce niveau-là, on trouve un élément de passage, une base pour identifier, pour situer le glissement permanent de ces équivalences analogiques ou de ces équivalences de correspondance. Il y a une correspondance. Les couleurs, comme dit Rimbaud, et les sons se répondent. On s'est souvent moqué de ces correspondances littéralement. Je pense que littéralement, elles sont totalement subjectives. Des moyennes, hein. Et ne sont vraisemblablement pas susceptibles d'une vérification universelle. Mais elle montre bien cette sorte de glissement ou de modulation qui se produit au niveau de la convergence, puisque tous ces sens appartiennent, ont pour base la totalité de l'organisme. C'est un ensemble qui n'est pas non plus absolument, où les sens ne sont pas non plus totalement isolés les uns des autres. À mon avis, tout au moins. Bon, je vois que tout le monde parle. Donc nous allons terminer en te remerciant. Là, que tu avais quelque chose à me demander peut-être là-dessus. Non, merci que tu as utilisé à juste titre justement Fourier, cette écosophie de Fourier qui est très intéressante, et la notion d'hospitalité qui est intéressante aussi. Donc, je ne sais pas si l'on peut dire, je ne sais pas, parce que tu le mets à mon compte. Je ne sais pas si j'avais écrit comme on le sait bien par Charles Fourier, la gastrosophie figurait, mais la gastrosophie comme des choses principales d'un renouvellement, c'est ça, de la société. La gastrosophie, c'est quelque chose qui concerne, qui est une science un petit peu pivotale et qui concerne la diététique, qui concerne à partir desquelles on développe également des sciences sur les animaux, sur les plantes, sur les... donc c'est une science qui groupe, en quelque sorte, c'est pas une science totalement peut-être universelle, comme disait Descartes, une mathésis universaliste, mais elle a tendance quand même à regrouper l'ensemble des autres sciences. Et autour de la gastrosophie, à partir de la... Et là, ce n'est pas peut-être mauvais, ça rejoindrait même des visions scientifiques et philosophiques, c'est bien à partir
d'éléments pratiques sur la base du corps même, et à partir du corps que se sont développées les sciences les plus abstraites, celles de la numération avec les doigts, etc. Bon, de toute façon, on ne peut pas séparer à ce niveau-là les activités et les besoins du corps et les activités et les besoins de l'esprit. Bon, ils sont en liaison, seulement il y a un moment où ils se séparent et où il y a une coupure. Dans une certaine mesure, Fourier, d'une façon, encore une fois, qui n'est pas développée à partir d'une philosophie